Bonjour, bonjour. Désolé pour ces petits contretemps que nous avons eus. Il y a eu, oula, tard l'époque. Le dernier podcast, C'était il y a combien de Je m'en temps? souviens, je m'en souviens. mais c'était il y a 3 semaines au moins. Il s'est passé des choses, hein. C'était une Ouais, période. C'est notre seul podcast de mois de mars actuellement. Alors il y a eu des vacances qui se sont glissées dans l'équation. Ouais. Donc positif ça, tu vois. Alors, quand même. C'était cool. Mais il y a eu aussi des contretemps, des trucs, beaucoup. Maladie. Ouais, il Il y y a a eu mon fils qui a chopé une varicelle, donc bah, forcément il était là. sa donc première, on espère, et sa dernière. on était obligé de repousser Oui, à oui. chaque fois quoi. Bon écoutez, bonjour vous, bonjour Brandon, Bonjour. bonjour Léandre. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler du podcast, des actus, comme si rien ne s'était passé. Hein On n'a rien à rattraper, entre guillemets, si ce n'est viteuf les à quoi on a joué, parce que bah, du coup, personnellement, ça s'est un peu accumulé. On va peut-être commencer par un petit bilan de vidéo. Je vais pas vous parler de tous les jeux iconoclastes, enfin toutes les vidéos iconoclastes qu'on a faites, surtout qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Parce que avant, on avait parlé des 4 gros bids et on a eu un souci sur Bah, iconoclastes. c'était ce genre de galère qui fait qu'il n'y a pas eu de podcast non plus. Ouais. C'était une période. C'était pas fun. Hein. C'était assez tendu, ouais, mais j'ai l'impression que ça rentre un peu dans l'ordre là. Oui, bah on a eu des sponsors qui va tarder à valider, machin, tout Ouais. ça. Bon, bref, il y a eu une seule vidéo en 3 semaines. Le culte du chou dans les jeux vidéo. Ah, bah il y en a une autre qui va sortir entre temps, je crois, qui sort demain. Oui. Sur. Alors, déjà, le culte du chou dans les jeux vidéo, c'est un culte autour du chou dans RuneScape. Et cette fois, je le dis bien parce que RuneScape. les gens ils m'ont dit non, c'est pas RuneScape, c'est RuneScape. Ah, tu disais RuneScape? Oui, Bah, c'était un peu. Moi, en fait, Ah, le ouais. problème que j'avais, c'est Mage qui a écrit le script. Ouais. Et Mage, il colle Rune Escape. Ouais, c'est comme ça que d'ailleurs ça s'écrit, je crois, non? Oui, mais tu sais, avec un S majuscule. Sauf Ouais. que lui, il écrit en. Bah, du coup, s'il n'y a pas le S majuscule pour marquer la cassure, Rune moi, Escape, je lis Rune Escape et bon, moi, j'y ai pas joué à ce jeu. Peu de monde y a vraiment joué. Voilà. Oui. Donc, le culte du chou là-dessus. Et la deuxième vidéo qui, du coup, sort cette semaine. Donc, normalement, le podcast est sorti. Cette vidéo vient de sortir. C'est 4 boss que tu peux cheese. Alors, le titre est à revoir. Hein, c'est que tu humilies, je pense, qu'on va mettre. Je sais plus ce que j'avais mis sur Patreon. Elle est sortie tard l'époque sur Patreon aussi. Hein, Ça, genre c'est vrai. depuis un Oui. petit moment. C'est vrai qu'on dépend vachement des sponsors. Ouais. C'est ce qui fait que la société peut exister, en fait, tout simplement. Parce que Ouais. ça, les revenus générés par une sponsor versus les revenus générés par les pubs, ça n'a rien à voir. Et donc, ça fait qu'on peut avoir des retards sur les publications. Si vous êtes sur Patreon, je veux pas forcer, hein, mais c'est Oui. un vrai argument en fait pour le Patreon. C'est Oui. ce truc de il y a plus de problème de dépendre des sponsors, quoi. Bah, Le- le culte du chou aurait Ouais. dû sortir après les boss. D'ailleurs, sur Patreon, bah, il est sorti au bon moment. Mhm. Et là, bah, ça a dû se décaler à cause des sponsors. Et du coup, c'est sorti après la vidéo sur les choux. Voilà. Écoutez, bah, allez voir les vidéos. Ce sont 2 bonnes vidéos, que ce soit sur Patreon ou sur la chaîne Iconoclast. Pensez à vous abonner, tout ça. Mettez un pouce bleu aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir. Sur Singe Pourpre, on a eu 2 vidéos sur Backlog. Alors, Oui. je vois qu'il y a des gens qui commencent, enfin j'en ai vu 2, qui râlent sur le fait que c'est un peu tout le temps moi en ce moment. Écoutez, moi je force plus personne à faire des trucs. S'ils veulent pas faire des T'en vidéos, as vu 2, ouais, de gens qui râlent. voilà. Et- Moi je continue à faire mon truc sur mon petit rythme. Si derrière il y a personne qui veut tester un jeu et en faire une vidéo, je vais pas forcer non plus. Donc il se trouve que pour le moment il y a que moi qui fais des vidéos sur Singe Pourpre, mais ça n'est pas verrouillé. S'il y a d'autres personnes qui veulent apparaître, qu'ils apparaissent. Du coup, backlog sur Yakuza Kiwami le 1, Oui. un jeu que j'ai un peu regretté de faire finalement dans cette version-là. J'aurais dû faire la version PS2, pas le remake Kiwami, parce qu'il est plus dans le remake est plus dans la vibe de Yakuza 0 et du coup il me manquait certaines clés de lecture parce que je n'ai pas fait Yakuza 0. Et mon backlog sur Kingdom Hearts Recoded, donc pareil que j'ai regretté de faire aussi dans ce sens-là, parce que c'est Recoded, il est sorti, Coded est sorti avant 358, je vais l'appeler Days parce que je sais pas le prononcer, Kingdom Hearts Days, mais le remake est sorti après. Et le remake se base sur le moteur graphique de Days, donc c'est techniquement mieux que Days. Et le fait que j'ai fait Days après Recoded, il y avait une sensation vraiment assez flagrante alors qu'on est sur la même console de régression, tu vois. Bon, enfin bref, j'en parlerai un petit peu sur le à quoi on a joué.
Et globalement, c'est ça. Tu m'as perdu sur Kingdom Hearts. En vrai. En fait, Kingdom Hearts, même quand tu tu m'as perdu. Je veux pas. Même quand tu parles de la sortie des jeux, tu vois, c'est compliqué. Déjà que l'histoire. Mais alors là. C'est parce que ça sort n'importe où, c'est pour ça. C'est Ouais. Et du coup, sur la chaîne Askuns, Bah c'est pareil, c'est au moment où on tourne le truc, c'est pas sorti, mais ça sort dans 2 heures, là, littéralement. Ces vieux jeux humilient les jeux vidéo modernes. Entre parenthèses, j'y joue vraiment. tu joues vraiment? Ouais, et c'est vraiment des jeux auxquels je joue. Je parle de 3 petits jeux, enfin 3, non, 3. Ça dépend ce qu'on considère un gros jeu, un petit jeu. Sortis sur des vieilles consoles, des trucs qui ont au moins 20 ans, qui à l'heure actuelle n'ont pris aucune ride, qui à l'heure actuelle sont toujours des leçons de game design. Et c'est une vidéo ultra positive, vraiment. Et dans cette lignée de. Je parle un peu de moi, hein, mais de plus en plus, j'essaie dans les vidéos de plus en plus illustrer, plus en plus, toujours montrer de plus en plus de gameplay, quoi. Là, on en voit pas mal. Vraiment, je vous montre vraiment comment fonctionnent les jeux. Je prends des exemples d'un niveau précis dans tel jeu, comment il fonctionne. Je suis très content de la vibe qu'elle a. Donc voilà, vidéo très positive. C'est sur l'humiliation vraiment des jeux vidéo modernes. Moi, j'aime bien parce que, en fait, tu peux pas tomber plus juste en ce moment que de parler notamment. Bah, tu parles de WarioWare. Ouais. Tu peux pas tomber plus juste dans la mesure où aujourd'hui on est dans cet arc sain pour les jeux qui reprennent le gameplay WarioWare et qui l'adaptent à leur sauce, où tu as comme ça quelques petits jeux indépendants qui sortent et Wario Land, tu veux dire? Ouais, pardon, Wario Land. Parce que WarioWare, c'est les mini-jeux WarioWare, et Wario Land, c'est plateforme. Pour WarioWare aussi, notamment récemment d'ailleurs. C'est vrai? Ok. Oui, il y a même un projet Kickstarter qui tourne autour d'un espèce de WarioWare-like. Moi, je ne savais pas. Alors, WarioWare. J'espère qu'il va pas sortir trop vite, parce que dans ma vidéo, je suis en mode, il n'y a pas trop de jeux modernes qui font ce que non, là, c'est juste un projet Kickstarter. Bah, le terrain est plus occupé par Nintendo pour les WarioWare. Par contre, oui, pour Wario Land, c'est vrai qu'il y a un vide. Le dernier jeu Wario Land, c'était sur Wii. Sur Wii, hein. Ouais, sur Wii. Shake It, il s'appelait. C'est quelle année? 2011? C'était pas. Je sais pas. C'est pas World? Non. World ou Land, c'est. Bah non, c'est pas pareil. Wario World, c'est GameCube. Et c'est World. C'est pas Land du coup. Oh, c'est un autre type de jeu, ouais, c'est pas vrai. Mais bref, du coup, c'est intéressant d'analyser ça. Je pense à des jeux comme Anton Blast ou Pizza Tower. Notamment. Pizza Tower qui a cartonné, quoi. Ouais, Anton Blast aussi. Anton Blast, j'en ai entendu beaucoup parler, mais c'est vrai que faudrait que je teste. Mais c'est marrant parce que les deux, ils ont pris le gameplay WarioWare, le Wario Land, et ils se sont dit, ok, Wario, on remplace l'ail par de la coke. Ouais. mais c'est vrai que Wario, on va digresser, mais toi tu as joué à celui sur Game Boy. J'ai fait Wario Land 1 et Wario Land 2 sur Game Boy. Et tu m'avais dit que t'avais bien aimé. Tu m'avais dit franchement que t'avais. Ouais, j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est une autre lecture de la plateforme 2D qui est un peu plus puzzle, parce que bon, les dégâts, on s'en fout un peu de ce que tu prends. C'est même, il faut aller chercher les dégâts pour te transformer. Ouais. Et non, c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce truc de toutes les licences Nintendo, leurs différentes approches de la plateforme. C'est pas le truc sympa. Voilà. Bah oui, bah écoutez, j'en profite pour vous rappeler que nous avons effectivement un Patreon sur lequel vous pouvez vous abonner contre le prix d'un, je confirme cette fois-ci, d'un café cher à Paris. Voilà, on a eu ce débat sur internet, ils ont réagi là-dessus. Effectivement, il y a des cafés à ce prix. Et même pas forcément cher, c'est un café point en terrasse. On avait regardé café aux Champs-Élysées. Ouais. Même pas un truc genre Starbucks, hein. Tu peux avoir ce prix-là, à 3 € par mois, du coup, pour accéder à des vidéos en avance, sans publicité. Et vous pouvez mettre un petit peu plus si ça vous fait plaisir. J'essaye de lisser un petit peu les propositions. C'est, si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir un peu plus. Mais je pense que je vais je vais lisser les propositions pour tout le monde, la même chose, à partir de 3 € par mois, qui vous permet d'accéder surtout à un Discord, le Discord Red Calamar, sur lequel vous pouvez commenter ce podcast, et nous prenons un commentaire à chaque semaine pour le lire et puis y répondre. Avant ça, j'aimerais quand même poser un petit débat sur un petit projet, une petite question qu'on se pose, enfin que je me pose et que j'ai posé un petit peu à tout le monde, celui du streaming des podcasts, parce que j'aimerais bien reprendre un petit peu la diffusion des podcasts en ligne, avec vous en non présentiel, du coup, sur Discord, filmé, pour que vous puissiez interagir directement. Mais qui ça, vous les gens les gens qui peuvent éventuellement rebondir dessus. Et aussi, ne vous inquiétez pas, vous auriez toujours le flux de podcast normal
Oui. habituel. C'est juste qu'on enregistrerait en streaming comme le font certains autres podcasteurs qui enregistrent un petit peu tout ça en stream. Je me dis que ça pourrait apporter un peu plus d'interaction et puis faire vivre un peu Singe pour podcast de manière un peu différente que juste balancer le flux de podcast. Oui, juste revoir la manière d'interagir avec les gens. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire vous en commentaire sur le Discord ou ailleurs si vous pouvez le faire ailleurs, et puis je suis intéressé, vous êtes moyen chaud. Moi, ça dépend. En fait, je trouve que je me souviens de l'époque où tu faisais ça, parce que ça date pas. Tu l'as déjà fait ce concept. Alors le nom, c'était pas encore Singe Pourpre, je crois pas. Mais... C'était Blast News et c'était de base, on faisait ça. Donc c'était toi, tu faisais des news en live et t'interagissais avec les gens et ça marchait plutôt bien et c'était cool. Moi, j'aime bien l'idée. J'ai juste, tu vois, j'aimerais bien savoir un peu ce que les gens en pensent de ce truc de. Je sais qu'il y en a qui mettent les podcasts quand ils sont à la salle, quand ils sont en voiture, quand ils sont. Et là, on a la qualité des bons micros, c'est posé, il y a pas trop de pollution sonore et tout. Ce sera forcément moins bien si ça passe par le Discord et la latence et puis voilà, je sais pas ce que les gens en pensent de est-ce qu'ils ont pas peur de perdre peut-être un petit moment voilà, c'est là on est entre nous, on discute comme une discussion de potes. Ouais. Là ce sera plus dans l'interaction, les deux sont bien. Je pense que j'ai juste deux trucs qui sont pas forcément pareils. Et limite si on avait le temps on ferait bien les deux en fait. Je pense que c'est un peu ça la conclusion, je me dis c'est... Moi en tout cas voilà, je vous le dis, on va reprendre les débats et les podcasts de toute manière dédiés à un seul jeu. Donc on va recommencer ça avec Monster Hunter Wilds avec Victor. Et ce sera en stream dans tous les cas. Voilà, ça fait partie des projets. Ça c'est bien, tu vois. Ça c'est. Mais je m'étais dit oui, si on pouvait rajouter ce petit rendez-vous là d'actualité toutes les semaines de streaming, sachant que je pense quand même que c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que YouTube remet en avant le côté communautaire et c'est une option sur une chaîne à côté qui n'a rien à voir avec Iconoclast de pouvoir réveiller un petit peu l'aspect communautaire qu'on a sur. De toute façon, c'est trop cool, hein. Quoi. Ouais, pour interagir directement avec le chat ou des gens directement. Moi, je me souviens que t'avais ce truc de, je vais t'encenser là. C'est un talent d'être à l'aise quand t'es en radio libre entre guillemets, tu vois, quand tu t'entoures des gens. Parce que moi, j'avoue, j'aime bien parler avec les gens, mais en radio libre, je suis toujours un peu, j'ai du mal à aller vers l'autre, tu vois. Et toi, je me souviens que t'étais en mode, tu posais des bonnes questions, t'intéressais et tout. Et je te verrais bien refaire ça si ça te chauffe, tu vois. Format vraiment radio libre. Mais surtout que là, vu la communauté qu'il y a sur Singe Pourpre, le Discord, tu vois. Ouais. Enfin, Blast. Comment il s'appelle le. Red Calamar. Red Calamar, excusez-moi. T'as l'air très impliqué. Non, Red Calamar. Mais le nom Red Calamar, j'avoue, c'est un truc. Je le vois nulle part à part sur le Discord. Oui. Mais c'est bien, c'est le nom de la communauté. Les gens sont graves. Ils ont des trucs à dire, quoi. Il y a du propos et c'est des trucs graves intéressants si vous aimez bien la discussion sur le vidéo. Donc, moi, je pense qu'il y a. En vrai, franchement, il faut que vous donniez un peu votre avis sur ce truc-là de stream. Est-ce que vraiment le podcast. Pur micro comme on fait là, ça vous manquerait si on en fait moins ou si on en fait plus entre guillemets? Moi c'est surtout le côté interaction parce que comme ça évite d'être à chaque fois en décalage sur un propos qui a été donné d'une semaine à une autre. Après, qu'il y ait du commentaire en décalé, ça nous permet aussi d'intégrer de la discussion avec les gens, comme on le fait maintenant. Ça va pas disparaître. Les gens qui vont écouter que le podcast, ils pourront réagir comme avant, il n'y a pas de souci, tu vois. Voilà. À voir comment ça doit être fait, mais en vrai, moi je trouve ça cool si c'est pour avoir plus d'interaction avec la communauté. Du coup, lecture de commentaires de la part de Elvon. Salut à tous, j'ai bien rattrapé les podcasts de ce début d'année et j'ai bien une chose à dire. Mario Kart Double Dash, meilleure option de mode multijoueur pour un jeu de course assez fun party game. Mon rêve serait qu'ils remettent l'option de A2 dans un kart avec plus de circuits que l'Opus GameCube. Attends, c'était trop sympa de pouvoir team up autant en mode coop à savater des bots ou alors 4 en 2v2 Bobomb. C'était par rapport à quel podcast là qui discutait? Le précédent podcast où j'avais parlé des Mario Kart que j'étais en train de rebosser et là c'était ce que vous voudriez voir dans le prochain? Ouais, surtout les Mario Kart préférés des gens. Ah ok, parce que mon rêve ils remettent l'option à 2 sur un kart. Ouais. Sur le prochain Mario. Ils rêveraient que l'option revienne, ouais. Ok. Je sais pas si c'était si impactant que ça. Je suis pile poil là-dedans. Il faudrait que je relance Mario Kart Double Dash justement pour m'y mettre. J'ai pas continué. Je suis toujours. J'ai à peine terminé Super Circuit. Mais oui, écoute, Mario Kart Double Dash, j'avais bien aimé. Mais je sais pas pour le moment. J'ai l'impression que je risque d'être un peu déçu si j'y retourne. Moi j'ai ce même ressenti, tout pareil. Et le truc de à 2 sur un kart, on pouvait jouer à 2
Ouais. Genre, il y en avait un qui lançait les objets. Et tu pouvais switch. Oui. Mais quel est l'intérêt? Si tu jouais à deux, tu pouvais donner un coup de poing aussi. Pour, si tu frôles un quart, tu donnes un coup de poing. Mais c'est marrant quand t'es jeune, non? Enfin, je sais pas, peut-être. Il y avait notamment aussi un système de spécial avec certains personnages qui te permettaient d'avoir une espèce de gigantesque carapace pour pouvoir. Est-ce que c'est pas un peu plus sympa le Mario Kart 8 moderne où c'est vraiment de la pure conduite, chacun joue. Moi, je suis toujours team que Mario Kart 8 est le meilleur Mario Kart, mais je comprends que. Après, ça fait pas de mal si potentiellement ils veulent rajouter un petit mode. Pourquoi pas, ouais. Ah, moi après j'étais retourné récemment justement sur Double Dash, j'étais plutôt déçu. J'avoue, le 2v2, ça peut être marrant, le mode versus. Ouais. Ça, c'est marrant. Ça peut être rigolo. Ouais. Bon, à part ce petit point, Mario Kart Double Dash, ça fait mal d'entendre que l'intelligence artificielle générative gagne du terrain aussi vite. On va encore en reparler aujourd'hui d'ailleurs. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi investi. C'est pas un mal quand tu bosses sur ton projet, que t'as pas plus de 15 balles par mois pour faire des assets de création qui sont pas des designs finaux. Il y a beaucoup de projets de créateurs d'assets indés et de petits lots d'assets pour ce genre de choses. Itch.io, c'est vraiment un outil à mettre en avant pour les étudiants du milieu, plus que de les former au prompt. L'actu peut-être que t'as pas suivi là-dessus, c'était que Call of Duty avait révélé qu'il y avait de l'IA générative sur pas mal d'assets qu'ils vendaient. C'est ouf aussi. Et vraiment des prompts faciles, hein, en mode fais un raton laveur qui tient une mitraillette, tu vois. Bref, ouais, moi je trouve que c'est un peu abusé et on va encore en parler aujourd'hui. Bref, pour ma part, j'ai pas l'utilisation générale qui en fait que depuis l'arrivée de la technologie. Et vraiment, c'est clairement pas un outil qui me rassure de voir être entre les mains des géants du marché, une industrie qui donnera toujours plus de jeux de commandes sans âme. Utiliser des technologies qui utilisent le deep learning, c'est cool, ça permet d'aider à repérer des problèmes de montage audio, ça permet de faire des trucs fous sur du montage photo audiovisuel, pour du traitement de fond vert ou retirer des éléments qu'on ne pourrait pas vouloir voir apparaître, je suppose, pour créer des détecteurs extérieurs. En tout cas, prenez soin de vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette année 2025 qui a bien entamé. Oui. Ok, bah merci beaucoup pour ton retour. Toi, ton avis sur l'IA générative, ça vaut le coup sur l'IA générative. Ouais. Mais pour le coup, le commentaire est trop bien. Hein. Ouais, c'est vraiment ce truc de c'est terrifiant que ce soit entre les mains des géants du marché. Je l'avais jamais formulé comme ça. Ouais. Moi, je disais c'est terrifiant que ce soit au service du capitalisme, mais j'aime bien dans les mains des gens du marché. C'est abusé et on est dépassé par le truc là à l'aide quoi et en même temps moi-même ça m'arrive de travailler avec quoi donc c'est moi je trouve il y a génératif pas beaucoup quand même hein. Je me travaille pas vraiment avec hein. C'est plus il y a génératif, j'ai généré des images, des trucs, des machins, des assets. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'un arrière-plan pour une vidéo, je le génère par IA. Non, ça j'ai pas trop fait. Mais bon. Je sais pas. Enfin, moi, je peux l'employer, mais tu sais, si tu demandes à un artiste de dessiner ton truc, bon, je t'avoue que je préfère avoir un truc à peu près propre qui pourrait me donner une idée à l'artiste de ce que je veux, plutôt que moi sortir mon ouais, c'est vrai que ça peut servir crayon pour et faire un dessin moche. Oui. Tu vois. Non, pour aider, pour schématiser des trucs, je trouve que c'est bien. Après, pour vraiment utiliser tel quel le machin. Ouais. Bon, après, je dis ça, mais c'est parce que je vois systématiquement les défauts de l'IA. Des trucs que la plupart des gens voient pas en fait. Hein. Ouais. J'ai remarqué ça. C'est pour ça que les posts Facebook ça marche toujours. Mais tu sais que j'adore mon. Après, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi beaucoup de faux likes sur ces posts Facebook en fait. Ah. Et que c'est pas genre 4000 personnes. Et même dans les commentaires, quand tu vois une photo nulle faite par IA et t'as Josiane en commentaire qui dit. Bah, merci pour cette œuvre. Potentiellement, Josiane n'existe pas non plus, tu vois. Et je sais pas, c'est des pages, je pense, qui se créent du référencement entre elles et qui. Quel est le but ? Quel est leur projet ? Je ne sais pas. Mais bref, non, mais oui, la plupart des gens, toi, tu baignes dans ce truc de création, de l'actualité, etc. Tu connais bien. C'est facile, je pense, de se faire avoir, et moi le premier. Hein, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est vraiment pour le coup, contrairement, tu sais, à tout ce qui était NFT. Qui était la précédente mode. Là, pour le coup, ça s'infiltre vraiment dans le grand public. Ouais. Moi, c'est un truc qui me... C'est vraiment pas pareil, ouais. Ça, c'est vraiment ça qui m'inquiète. Tu vois, quand tu vas dans un bar ou dans un resto et que tu vois sur la carte, on a fait des illustrations et que c'est des illustrations dans le resto faites par intelligence artificielle. Je vois très bien de quel bar tu parles. Dans le bar. Je vois l'idée. Voilà. Je vois l'idée, oui. Non, mais c'est un bar, en plus, il est trop bien. On va dire pas le nom. Oui. Il est trop bien. On est super bien accueillis. Technique au niveau de déguster des bières et tout, trop bien. Ils font des images par IA. Bah, c'est dégueulasse. C'est dommage parce qu'on perd aussi un petit peu cette culture du. En même temps, tu leur demandes, ils sont bah oui, mais sinon on n'a pas d'image, sinon on n'a pas d'affiche. Du truc un petit peu cringe. Là, sinon là, sur Photoshop, tu vois, tu perds un petit peu ce côté-là, c'est dommage. Ouais. Je préférerais qu'il n'y en ait pas. Je préférerais que ce soit comme les trucs bingo du village, où c'est juste du texte en fait. Tout à fait. Tu vois, c'est.
Je suis d'accord. Et il y aurait plus d'âme, Mhm. quoi. Mais bon. Mais tout ça pour dire que c'est plus ça, moi, qui m'horrifie plutôt que son emploi dans le jeu vidéo. Qui, Ouais. bon, je veux dire, le jeu vidéo, ça reste de la technologie. J'approuve pas du tout, mais ça me surprend pas que ce soit utilisé. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais. Là, dans le quotidien, bon, est-ce qu'un restaurant a vraiment besoin de faire appel à Midjourney ou je sais pas quoi d'autre pour générer des illustrations moches d'un mec qui bouffe un burger? Je sais Non. pas. Avec 14 doigts. Avec 15 000 doigts. Ou encore une position des mains un peu étrange. Ouais. Le fait est, c'est que si les gens le font, en fait, c'est vrai que c'est dingue ce truc de. Le grand public s'approprie grave l'outil, quoi. Ouais, Genre, c'est ça. c'est une vraie révolution, au même titre que plein de trucs qu'on a pu voir, quoi. Et à voir, on va voir où ça nous mène. Mais ça Bon, fait ouais. bader. Dès qu'on parle de ce sujet, c'est toujours un peu badant quand même. On va passer aux news. Alors pour les news, je vous avais dit qu'on parlerait d'intelligence artificielle générative. C'est un truc qui est sorti la semaine dernière, un petit peu, enfin qui s'est ébruité, parce que c'est une fuite pour le coup véridique. Hein, c'est pas une fuite rumeur machin. Oui, la Nintendo Switch 2 fera de la 4K 60 000 FPS. Non, C'est vrai, elle veut faire ça? non, elle fera pas ça. Mais Ah, dommage. non, là c'est une vraie fuite qui est arrivée sur une chaîne YouTube dans laquelle on a appris que Sony, par l'intermédiaire de Guerrilla Games, donc ceux qui font Horizon Zero Dawn, s'essaye à l'intelligence artificielle générative, avec notamment ce qu'on a vu sur cette chaîne YouTube, un modèle d'Aloy, le personnage principal d'Horizon, qui pouvait répondre en direct à son interlocuteur qui via un micro posait des questions et Aloy lui répondait. Alors, c'était surtout une technologie pour vérifier les animations faciales, le lip sync en direct avec une réponse du chatbot, puisque Aloy se voyait intégrer un chatbot là-dedans, pour voir comment est-ce que ça pouvait fonctionner et comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser. Alors, ce chatbot ne faisait jamais que raconter précédemment ce qui s'est passé. D'accord. Si jamais tu reprends les wagons en marche, Aloy, il s'est passé quoi? Ah là dernièrement j'ai appris que ma mère c'est Elisabeth Sobek, que je suis qu'un clone, machin, tout ça, c'est trop triste, ma vie c'est de la merde, puis en plus je suis obligé de me balader en pagne alors qu'il y a des robots partout. Voilà. Elle le dit avec évidemment un visage qui se tord dans tous les sens. Vous ne pouvez plus voir la vidéo. Moi j'ai toujours gelé sur mon ordinateur, hein, mais ça a été évidemment claim machin partout par Sony et Guerrilla Games. Ouais. La voix est monotone as fuck parce que c'est une voix robotique, donc générée. Donc il n'y a aucune intonation, elle est pas triste pour deux ronds, elle parle un peu comme un robot. Ce qui renforce du coup le côté vraiment à l'œil très réaliste de la version Horizon Forbidden West, avec graphisme poussé à fond sur PS5 Pro, machin, tout ça. Ça fait une vallée très dérangeante entre sa voix et ses expressions. Et je me dis, tout ça pour un truc qui n'est jamais qu'une mode qu'il y avait eu il y a déjà 15-20 ans, où on disait précédemment dans le jeu, genre Pokémon Rouge, quand tu lances ta cartouche et que tu vois en noir et blanc, précédemment, Red a déposé un Pokémon, a vaincu Pierre à Argenta, puis s'est retrouvé au Mont Sélénite. Ouais. Et c'est littéralement ça, ça demande quasiment rien, enfin c'est pour le coder quoi, mais est-ce qu'il y a besoin de mettre autant d'argent pour finalement jamais que faire un truc qu'on faisait déjà? C'est tout le problème de l'intelligence artificielle de manière générale qui est résumé là-dedans. Mais c'est pas la news qui nous intéresse aujourd'hui. Si, ça nous intéresse un peu. Ce qui nous intéresse, c'est la réaction d'Ashley Birch, qui donc prête ses traits et sa voix à Aloy, la comédienne qui le fait. Aloy, le personnage principal de Horizon Zero Dawn. Horizon. Voilà. Qui a réagi là-dessus. Bon, qui prend beaucoup de gants, hein, parce que il en va de son travail quand même, mine de rien. J'ai vu la démo technique plus tôt cette semaine. Guerrilla m'a contacté pour me faire savoir que la démo ne reflétait rien de ce qui était en cours de développement. Ils n'ont utilisé aucune de mes performances, ni aucune de mes données faciales ou vocales. Guerrilla possède Aloy en tant que personnage. Parce que Guerrilla et Sony sont vraiment liés ou... Guerrilla Games, c'est un studio first party de PlayStation. Okay. Mais il y a quand même une espèce d'indépendance par rapport à Sony, quoi. Non, c'est Sony qui développe via Guerrilla Games. Très bien. Voilà. Par contre, elle a rajouté que elle, comme beaucoup d'autres comédiens et comédiennes, sont en grève avec le SAG-AFTRA, justement lié à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que c'est une des grandes thématiques d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui récupère des voix, qui récupère des traits et qui fait jouer des personnes sans forcément leur consentement et sans forcément les rémunérer aussi. Et puis surtout, elle s'inspire de trucs
sans payer quoi. En fait, elle pique des trucs. C'est ce qu'un humain ferait, mais c'est pas un humain justement. Là, elle fait ça à une vitesse qui n'a aucun sens. Et surtout un humain pas payé quoi. Voilà, donc c'est. Donc elle est inquiète. Elle imagine simplement la sortie d'une vidéo comme celle-ci avec la performance d'un acteur, la voix, le visage ou les mouvements de quelqu'un et la possibilité que si nous perdons ce combat, donc le combat que cette personne n'ait plus de recours. Donc ce qui l'inquiète, c'est justement cette utilisation de l'IA sans recours possible, en ayant juste donné un petit peu ta voix et puis en surfant sur finalement une comédienne qui serait gratuite quoi en gros. Ouais. C'est inquiétant. Ouais, c'est inquiétant. Après, c'est stylé qu'ils se mettent en grève, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un truc particulier, c'est qu'au-delà de l'inquiétude, c'est qu'il faut créer des lois dans ce cadre tout nouveau, quoi. C'est pour ça qu'il y a cette grève-là. Ouais. Après, SAG-AFTRA, c'est quand même. Je viens d'apprendre du coup que la grève elle continue, ça dure depuis un long moment. Ouais, mais ça avait commencé au cinéma. Ça avait commencé au cinéma. Avec Fran Drescher. Fran Drescher qui justement s'était faite représentante. Miss Fine, Nounou d'enfer, non Miss Fine. Ouais. Et c'est elle la tête de proue de la saga, enfin de cette grève SAG-AFTRA. Ouais, d'accord. Et il y avait notamment d'autres acteurs comme Danny Trevorrow, mais bref. Je te jure, ça fait 15 ans que j'avais pas pensé à Nounou d'enfer. Mais oui, ça s'est étendu aux jeux vidéo il y a à peu près. Il y a un an et demi, quelque chose comme ça. Et autant ça s'est arrêté au cinéma, autant ça continue du coup dans le jeu vidéo. Disons qu'en fait aussi, le moment où on a commencé progressivement à arrêter d'en parler, c'était justement ce moment où le jeu vidéo s'est un petit peu plus imposé par rapport à ça. Donc j'espère qu'en réalité ça va déboucher sur quelque chose de plutôt positif. Non, il y a peu de chance. Aujourd'hui, on a changé de gouvernement aux États-Unis. Je dis pas que ça peut ne pas déboucher, mais c'est chaotique un petit peu en ce moment aux États-Unis. Ça m'étonnerait que ça débouche sur quelque chose de très honnêtement positif. Je viens de me souvenir effectivement que quelqu'un croit beaucoup aux IA. Non, c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a quelqu'un qui croit beaucoup. Je dirais pas qui, mais oui, il y croit beaucoup. Autre actualité, vous connaissez Hideki Kamiya? Non, mais il est stylé. Je vois sa tête. Vue de feu. Hideki Kamiya, donc créateur de renom, développeur de jeux vidéo, ex-Capcom, qui avait développé notamment Okami, qui est à l'origine des Devil May Cry, et qui avait beaucoup travaillé avec Shinji Mikami à l'époque, donc Shinji Mikami, le papa des Resident Evil. Mais quand même, c'est pas un petit bonhomme, quoi. Hideki Kamiya qui avait quitté Capcom pour co-fonder Platinum Games avec Shinji Mikami, Shinji qui s'était barré, et Hideki Kamiya qui avait commencé, qui est papa de Bayonetta, notamment, mais aussi tout ce qui était les projets Wonderful, Wonderful 101, etc. Il est chaud. Qui a quitté Platinum Games pour retourner chez Capcom. Enfin, il a refondé Clover Inc. en référence à son studio qu'il avait chez Capcom à l'époque quand il avait fait Okami, pour justement faire la suite d'Okami. Voilà. Et maintenant que monsieur il est concentré sur la création de la suite d'Okami, il a pu partager un petit peu ses raisons de pourquoi est-ce qu'il a quitté Platinum Games. Moi, Platinum Games, c'était un studio que j'aimais beaucoup. Bah ouais, je crois. Moi, je me souviens que c'est plutôt cool aussi. C'était. Parce que aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de problèmes. On a eu 3 jeux Bayonetta qui sont très bien, mais ça fait beaucoup pour un studio qui voulait mettre un point d'orgue sur faire des trucs originaux. On l'oublie très souvent, mais on a eu l'épisode fiévreux Babylon Fall, un des jeux services qui est resté le moins longtemps en état de marche. Tout ça pour arriver en bout de course à un studio qui était créé pour mettre en avant la créativité, l'originalité de ces concepts qui ont été reconnus comme étant des grands jeux après, grands studios, tout ça, ça nous a donné du Nier Automata, jeu de commande certes, mais du Nier Automata quand même. Oui, genre Nier Automata, ouais. Mais aujourd'hui, voilà, Kamiya, il a dit, cet esprit-là, il est un peu parti avec de Platinum Games et il se voyait pas faire d'autres jeux services ou ce genre de choses, et c'est pourquoi il a quitté et qu'il a fondé son Clover en espérant avoir un carte blanche sur la création. D'ailleurs, Clover forme un trèfle. Le logo forme un trèfle composé de 4 C, Creativity, je sais plus quoi, conception, bref, il y a 4 C liés à la création parce que c'est quelqu'un qui voulait mettre en avant tout ça. Bon, c'est mignon. On rappellera que Kamiya est imbuvable sur les réseaux, bloque à vue et balance des hot takes dès qu'il le peut. C'est vrai, il fait ça? Oui, si tu veux, il y a un challenge. Tu pourrais faire un speedrun de se faire bloquer par Kamiya le plus vite possible. Et je pense qu'il y a un véritable sport là-dessus. Il parle anglais ou pas? Oui.
Alors oui, je crois qu'il y a, Vas-y. il y a vraiment une catégorie de... Genre, de faire virer par j'envoie un tweet Wikipédia. maintenant, dans 1 heure je suis bloqué quoi. Ouais. Si Si tu tu le tags pour dire franchement Okami 2, est-ce que ça valait vraiment le coup parce que Ouais. c'est jamais qu'un chien qui Ouais. être bloqué. Non, mais toute forme de négativité, il te bloque. T'as joué au Okami 1? J'ai essayé, j'y ai joué 3-4 heures, faudrait que je réessaye. C'est bizarre non comme jeu peu. Bah, le problème c'est que 3-4 heures que j'ai fait, c'était vraiment le moment où ça blablate de ouf et Ouais. ça assomme très vite. Hein. Mais en fait c'est des jeux qui sont durs à faut se plonger dedans quoi. Genre, mais c'est vrai que c'est beau. Ouais, mais c'est très beau, c'est vrai. Autre actu, vous le savez peut-être, mais Assassin's Creed Shadows va bientôt sortir. Enfin. J'ai à nouveau les pubs sur YouTube. Ouais. Ils y vont pour Shadows 1. Ah bah, je c'est un suis au peu- courant de sa sortie. Hein, C'est maintenant. all-in hein, pour eux. Ouais. Ils le savent hein, que cet épisode ça passe ou ça casse. Putain, En espérant que ça passe. Ça pue, hein, en vrai. Ah bah si ça passe pas, Ubisoft ça va être compliqué. Hein, c'est leur dernière carte. Et ils le savent. Et du coup, il y a eu création de cellules psychologiques au sein de chez Ubisoft pour aider les employés Mhm. à mieux vivre la sortie, notamment en déconseillant la présence sur les réseaux sociaux. Si vous y êtes, évitez de mettre que vous travaillez chez Ubisoft parce que ça peut vous créer promouvoir du harcèlement envers vous. Et c'est des personnes qui vivent très mal du coup parce qu'évidemment, les joueurs quand ils sont pas contents, ils s'en prennent aux développeurs, jamais à Yves Guillemot, jamais aux managers qui eux Si. prennent les décisions. Yves Guillemot, ouais, non, peut-être qu'il est épargné, ouais. Lui, il est tout le temps épargné, hein, c'est lui qui dirige Ouais, tout ça. c'est vraiment dommage ça, Ils qu'il y ait savent des pas trop développeurs. Alors que les C'est personnes ouais. qui travaillent chez Ubisoft, si vous connaissez des gens qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo, il y a de fortes chances qu'ils travaillent chez Ubisoft. Ouais, c'est vrai que C'est- le nombre de gens que j'ai croisés qui. Moi, je n'ai croisé que quasiment dans ma vie les développeurs que j'ai croisés, c'était Ubisoft, ouais. essentiellement du Ubisoft. Ouais. Ça a été relativement rare quand je rencontrais quelqu'un d'autre d'un autre studio. Ankama aussi. Ankama, oui. Ouais. Il y a Ankama. Donc c'est un petit peu chaud. Il y a même des avocats qui sont sur le qui-vive pour justement enclencher des procédures pour harcèlement et diffamation de la part d'Ubisoft directement en cas de harcèlement effectif de la part de joueurs sur les réseaux, mais aussi de la part de créateurs. Voilà. Donc si vous êtes un Ça, c'est créateur pas qui a tendance à faire du Ubi bashing, mais genre le vénère, hein, je me doute bien que de manière répétée, régulière et surtout mal placée, juste histoire d'insulter les gens, faites attention à vos fesses parce que là ça commence à se voir et à se sentir que c'est de l'acharnement. Voilà. En vrai, il est beau le jeu quand même. Ouais. Ah, Je- ça donne un Il est peu beau, envie. mais c'est vrai qu'il y a ce truc un peu de. En fait, il a une aura. Il est même pas sorti le jeu, il a déjà une aura, quoi. Ouais. Et genre, et donc c'est vrai que t'es là, genre, t'as envie d'y jouer. Et en plus, en mode, t'as envie de jouer par pitié, par Ubisoft, quoi. genre, Oui, genre, non, vois ce je que tu veux ressens dire. ce truc de si j'y joue, je suis là. Bah, c'est parce que j'ai un peu pitié d'eux, tu vois. Vas-y, je vais l'essayer votre jeu, les gars, tu vois. C'est bon. Mais ça, en vrai, tu vas voir. si jamais j'avais une PS5 ou un truc comme ça, je pense que ça pourrait me chauffer, tu vois. Alors, Ça tombe bien, on a une PS5 hein, si Ouais. tu veux. Est-ce que ce serait pas un test cool, tu vois? Pour toi, Ouais, vraiment ma chaîne à moi. Tu vois. ça avait bien marché ton test de Phoenix Rising. Ouais, j'avais chié sur le jeu. Et en plus, c'était eux qui m'avaient proposé de tester le jeu en avant-première. J'avais dit j'aime pas bien. Ça avait bien marché. Ouais, en vrai, les jeux modernes ça marche quand même bien, ouais. Mais c'est plus en mode. C'est vrai que là, c'est un jeu spécial quand même, tu vois. C'est un jeu Ouais. qui. C'est le jeu du barreau d'honneur, c'est le mot peut-être. Ah, c'est complètement un baroud d'honneur C'est pro, là, hein. barreau d'honneur. C'est pour moi c'est Champ du un. signe, oui. C'est-à-dire que là, ça marche bien, Ubisoft est en sursis, ça marche pas, c'est finito. Putain, c'est chaud, hein. Ouais. C'est chaud. Waouh. De dire que c'est ce jeu qui va tenir la Et donc baraque. là, c'est lui, c'est un peu effrayant. C'est ouais. vrai qu'on a parlé rapidement du truc, mais cellules psychologiques pour soutenir les gens au cas où ça passe pas bien là. Au cas où soit le jeu passe pas bien, et surtout que dans tous les cas, il y aura des vagues de harcèlement liées à ce jeu, parce que ça cristallise beaucoup de vagues de harcèlement. Que ce soit du côté de l'alt-right, qui utilise ce jeu comme étant un porte-étendard de la lutte anti... je sais plus comment le dire, j'ai pas envie de dire le mot, hein, anti... tu sais. Mais j'ai pas de non, vraiment j'ai pas le mot. Il y en a un qui considère que c'est un jeu anti-woke. Non, justement, ils sont contre les woke, donc ce jeu, parce qu'il met en place un japonais de couleur noire, c'est un jeu woke. Ah oui, ok, c'est ça. Tu vois le délire. Ouais. Voilà, donc il y a tout ça. Il y a des femmes aussi, je crois, Et dedans. plus les joueurs Oui, qui de oui. base en ont un peu plein le cul des productions Ubisoft, là c'est un peu plus à juste titre. Ouais, On est- ouais c'est ça. Donc c'est un mix de anti-woke. Bah, disons qu'Ubisoft est du coup devenu une cible, on va dire, facile, et que oui, ça plonge assez régulièrement dans du harcèlement pur et dur, parce que, bah, Mm. comme d'habitude, quand on
quand on a les crocs contre quelqu'un, on préfère attaquer les petites mains que ceux qui prennent vraiment des décisions. Ça sort quand 20 mars. Ouais, le 20 mars, Dans 2 jours. en même temps que Xenoblade Chronicle X Sur Switch. Ah oui. sur Switch. Ouais. Ok. Voilà. Autre actualité qui fera un petit peu plus plaisir à Brandon peut-être, ça a été l'annonce du trailer de Silent Hill F. Alors, ça avait été annoncé que ce serait présenté à ce moment-là. On n'a pas eu de gameplay malheureusement, mais on a eu de très très belles images de ce qui s'annonce comme étant un renouveau plutôt sympathique de la licence Silent Hill, puisque c'est un nouvel épisode Oui. qui se passe dans un Japon des années 60, dans lequel tu incarnes un personnage frêle et dans la peau d'une jeune lycéenne japonaise qui parcourt la ville, une ville infestée de trucs très moches, de trucs boiteux, Silent de trucs Hill, quoi. horrifiques. Oui, mais Silent Oui. Hill au Japon, avec l'horreur japonaise. Et ça m'a fait Oh. plaisir de le voir, parce que vraiment, il y a une aura particulière C'est- de l'horreur à la japonaise. Hein. C'est stylé. En vrai, C'est- le trailer, c'est vraiment. Ultra léché. Je C'est- m'attendais pas à ça de la part de Konami. c'est Je rappelle que stylé. c'est coécrit par Ryushiki07. Ryushiki07, je l'ai déjà vu son travail quelque part, mais je me souviens plus exactement en tant que mangaka ce qu'il avait fait. Il a notamment fait des light novels. C'est tout ce que je sais vis-à-vis de lui. Je sais en tout cas que c'est un auteur très apprécié. Dans le milieu de l'horreur. il me Dans semble. le milieu de l'horreur, oui, effectivement. Voilà. Il y a aussi Akira Yamaoka Ouais. qui revient pour faire la bande-son du jeu, qui sera épaulé aussi par Kensuke Inage, qui s'était notamment occupé de la bande-son des jeux Warriors. Très hâte de voir ce que ça pourra donner. Bah, Il est déjà en précommande si vous êtes intéressé. Je vois les commentaires, les gens sont chauds, hein. Les gens sont chauds. Ouais, ils ça trouvent fait que c'est ça. très encourageant. Tu sais qu'on a parlé grave de jeux, enfin des trucs pas très positifs pour Ouais. l'instant. Et Mm. là, franchement. De la part de Konami, en plus, non, franchement, On est d'accord que c'est cool, quoi. C'est vraiment de l'horreur, genre un peu. Ça va. C'est presque niche dans le truc de. Ça fait vraiment peur, quoi, Silent Hill. et surtout que c'est un peu surprenant dans le sens où les jeux Silent Hill, c'est principalement des jeux qui se passent dans une esthétique américaine. Oui. Et là, c'est bien la première fois où on est dans une toute autre esthétique. Là, c'est l'esthétique des années 60 au Japon, avec justement l'esthétique japonaise et comme tu disais, très bien léchée. Ils savent vraiment bien mettre sur le devant Ce n'est qu'un le teaser. folklore. Il n'y a pas eu de C'est- gameplay. Bah, évidemment. ça a l'air d'être le moteur du jeu, par contre, quand même. C'est oui sous Unreal Engine 5. Ouais. C'est très honnêtement, moi je suis très curieux. grave. Moi, ce que j'aime bien avec Silent Hill, c'est que c'est vraiment la proposition d'horreur psychologique avant toute chose et Sûrement, sérieuse. Tu vois, t'as Resident Evil, c'est toujours une horreur un peu burlesque, un peu Ouais. série B, avec les zombies, la grosse corporation qui fait des manipulations, c'est très bien, mais c'est burlesque, on va dire. Silent Hill, ça a l'air de revenir avec une proposition avec un peu de budget quand même. Mm. C'était déjà le cas avec le remake du 2, mais avec des messages forts qui ne sont compréhensibles en général que par des personnes adultes. Tu vois. Donc c'est vraiment pour le coup, c'est un jeu pour adultes. Et je pense aussi que si les gens sont assez chauds vis-à-vis de Silent Hill F, c'est aussi parce que les gens avaient plutôt bien apprécié le remake Silent Hill 2 remake qui avait été fait par la Blooper Team, qui aussi va proposer un autre jeu avec Konami, Silent Hill. Sauf que là, c'est Neobarn Entertainment qui va s'en occuper, qui s'était occupé de 2 jeux, Resident Evil Weavers et Resistance. Oui, ce sont des jeux online et qui avaient notamment aidé sur Dead Rising Deluxe et Final Fantasy VII Rebirth. Ok. Donc On attend là, de ça sera voir. un petit peu leur gros projet à eux. Donc on reste à voir ce que ça va donner. On attend de Très, voir ce que très ça hâte. pourra donner. Pour le moment, ce n'est qu'un teaser trailer. On va pas trop se chauffer. On va passer à quoi on a joué. Eh bien, Brandon, à quoi as-tu joué, toi, ces derniers temps? Eh bien, durant les 3 semaines, j'ai pu commencer et finir Bloodborne, Ouais. jeu auquel j'avais envie de jouer depuis qu'il était sorti, c'est-à-dire il y a Tard 10 ans. l'époque. Ouais, tard à l'époque, ouais. C'était un jeu auquel je ne pouvais pas y accéder parce que je n'avais pas de PS4. Mais maintenant, on m'en a prêté une, donc donc c'est cool. Donc Bloodborne, très très bonne surprise. Jeu de From Software, hein, studio. C'est ton deuxième jeu de From Software, du coup? C'est- T'avais fait Elden Ring avant, mais c'est le deuxième jeu que tu finis. Que je finis, oui, parce que j'avais déjà notamment touché un petit peu à Dark Souls 1 et 2,
qui étaient pas des jeux que j'appréciais énormément, parce que, comment dire, je faisais partie de ces joueurs qui aiment pas être patient et méthodique sur Dark Souls. J'aime bien taper comme un bourrin, tu vois. Ouais. Ce qui a l'air incompatible avec. Ce qui est assez incompatible. Et ben Bloodborne vient répondre à cette problématique pour tous les joueurs qui étaient bourrins. Là, cette fois, le jeu te dit non, tu n'as pas à être patient et méthodique. Tu dois être bourrin. Il n'y a pas de bouclier. Tout fonctionne en fait sur un système de pari où en gros, il faut savoir déstabiliser l'adversaire au bon moment pour pouvoir lui assonner un coup fatal qui va complètement le faire faiblir. Et ensuite, vous allez pouvoir enchaîner les coups. Et à la rigueur, si vous faites toucher, il va y avoir une espèce de petit temps où la barre de vie va devenir complètement orange. Et le jeu t'incite en fait à bourriner afin de pouvoir regagner ta vie. Donc j'aime bien j'ai beaucoup aimé le jeu parce que le jeu t'oblige en fait à être bourrin, à vraiment être constamment dans l'agressivité. Toi, tu as joué, Florian, un peu à. Ouais, je l'ai terminé. Tu avais joué à l'époque sur PS4 ou tu as. Sur PS... Mais il est que sur PS4. Ouais. Hein. Ah, ok, c'est pas un truc qui. Et le truc aussi qui est aussi génial avec Bloodborne, c'est vraiment toute l'esthétique victorienne qui est repris. Et qui m'attire quand même un petit peu plus que la Dark Fantasy à la Dark Souls, tu vois. Alors que je dis ça que j'ai adoré ce qu'avait proposé Elden Ring aussi en termes de Dark Fantasy, mais bref, c'est pas le sujet. C'est un peu différent de Dark Souls quand même, Elden Ring. Il y a un truc un peu. C'est très différent, oui. C'est victorien. Elden Ring par rapport à Dark Souls dans l'esthétique. Ah oui, complètement. Elden Ring, d'accord. Enfin, ouais. Elden Ring, on est sur de la dark fantasy monumentale. Ouais. Un peu, moi, j'imagine, je pense au Valhalla quand je vois. Oui. Ouais, ce truc un peu. Ouais. Cette vision un peu onirique. Non, Bloodborne, c'est vraiment Cthulhu. Hein. C'est vraiment la peur des grands anciens, la peur tapis dans l'ombre. C'est littéralement ça. Hein. L'histoire de Bloodborne, c'est vraiment. C'est des démons grands anciens qui n'arrivent pas à ken et qui aimeraient bien faire des bébés. Alors ils prennent des humains pour en faire des bébés, mais ça marche pas trop. Alors ils les poussent à utiliser leur propre sang pour se l'injecter et rendre compatible le sang des grands anciens avec les humains pour leur faire un bébé de grands anciens, mais ça marche pas, alors ça fait des monstres. Ouais, parce que du coup ça fait du sang contaminé pour les humains. Voilà. Voilà. Et tout dans une esthétique, du coup, Londres, Angleterre chelou, victorienne, c'est ça. Oui, ça. Et ce qui est marrant avec Bloodborne, c'est qu'au début, tu te doutes pas de tout ça. Tu vois des espèces de zombies dans les rues, ok, il y a la manipulation du sang qui est trop chum, machin. Et à un moment, t'as une révélation et tu es capable de voir l'invisible. Et quand tu vois l'invisible, tu revois les mêmes décors, mais avec ces espèces de monstres gigantesques, tentaculaires, qui sont en train de souiller les rues. C'est Ouais, non mais moi j'ai bien apprécié ça parce que c'est trop bien. Dans les premières heures de jeu, lorsque tu arrives à une certaine cathédrale, tu te fais choper par quelque chose, tu sais pas c'est quoi. C'est complètement invisible. Et justement, il y a ce dont tu parlais, il y a ce système de lucidité. Plus tu as de lucidité, plus tu vas voir des choses que tu voyais absolument pas avant. Et aussi, j'ai remarqué que les créatures étaient un petit peu plus fortes aussi avec la lucidité qui augmentait. Ouais. J'ai trouvé ça incroyable. Et tu parlais de l'inspiration Lovecraftienne. J'ai aussi vu des références un petit peu au Seigneur des Anneaux. Ouais. Ouais, je sais pas si tu vas voir, mais il y a notamment un niveau où tu te fais carrément envahir d'une espèce de lumière qui te plonge dans la folie, tu vois. Ça m'a complètement fait penser à ce que pourrait être Sauron si c'était appliqué dans l'univers de Bloodborne. Après, ça, c'est un truc qui est commun au jeu From Software. Ouais. Ça y était dans Elden Ring aussi. Ouais, t'avais des tours, littéralement, t'avais des tours avec une grande flamme au bout qui, dès qu'elle te voyait, t'appliquait de la folie et tu pouvais mourir. C'est vrai, mais ça fait très Sauron pour le coup. Moi, ça me fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est vrai que ça faisait très Sauron, tu vois. Mais c'est qui notre perso, du coup ? Notre personnage, c'est un original character. C'est un no-name ? Non, mais genre, on s'entend. Un chasseur. On se tape un peu. On se tape un peu ? Mais parce que c'est un seul gars. Tu crées pas ton caractère. Parce que dans Dark Souls et tout, tu crées ton personnage. Là, tu crées ton personnage aussi, hein. Ah, d'accord. Parce que moi, sur la boîte du jeu, je vois ce gars-là. Ouais. Non, c'est juste ton perso, mais ça peut être lui, ça peut n'importe qui. Ah, d'accord, ok. C'est un petit peu le personnage vanilla. Voilà. Moi, je me suis toujours cru que c'était genre lui, le perso de Bloodborne, tu vois. Mais on s'en fout, il n'existe pas. Et pourtant, j'ai essayé de recréer ce perso en fait. Ouais, et t'as réussi. Je sais pas, je t'ai trouvé stylé quoi. Il me fait penser au méchant dans Fable 2. Ah. Ok. J'ai pas joué à Fable 2, mais je te crois. Tu te souviens pas ? Non.
Quand tu vas dans la grande tour là, et que tu es enfermé pendant 50 ans. Mm. Bref. Mais en tout cas, voilà, Bloodborne, superbe expérience. Donc tu conseillerais le jeu par rapport à toi qui a pas trop forcément aimé les Dark Souls? Il a Bah souffert. oui, parce que. Alors oui, j'ai souffert. Il y a notamment une vidéo qui viendra notamment bientôt en parler de cette souffrance. Ouais, franchement, je le conseille parce que j'ai. C'est terrible. On a tellement eu de retard sur cette vidéo que Brandon a eu le temps de terminer Bloodborne. Oui, j'ai eu le temps de terminer Bloodborne. Alors j'ai pas le. Alors que ça fait plusieurs semaines, c'est un peu un comique de répétition il ne finit pas quoi. À force de dire à quelqu'un tu vas pas le finir, ça va le motiver. Ah oui. Oui, Oui, mais- enfin bon. Mais je l'ai fini. Mais est-ce que c'est de plus en plus dur ou est-ce que comme tu maîtrises de mieux en mieux le jeu, en final ça va, genre ça se complexifie pas tant que ça en avançant Moi, je vais plutôt te parler avec mon expérience en te disant que j'ai tellement galéré au début Ouais. que tout ce qui a été boss par la suite m'a semblé assez simple. En fait, Vraiment. t'as tout dû apprendre d'un coup et après c'était rodé quoi. on va dire qu'en début de jeu, je me suis pris des targnoles assez sévères. Daddy Gascoigne, c'est ça? Ouais, Daddy Gascoigne. Daddy Gascoigne, Ouais, c'est n'est-ce pas ouais. C'est quoi le nom du boss du coup? le père Gascoigne. Le père Gascoigne. Tu vois, des fois, je me réveille, Daddy Gascoigne. Pour quelqu'un comme moi qui ait jamais joué à un jeu From Software, est-ce que vous diriez que c'est une bonne porte d'entrée ou est-ce qu'il y a d'autres quand même pour commencer? Elden Ring peut-être pour commencer, Je commence pense vraiment avec ouais, Elden Ring. Elden Ring est une meilleure. qui a mis un peu tout le monde d'accord. Hein. Ouais. Ouais. Ben, c'est- Elden Ring, il est moins nerveux que Bloodborne dans son approche. Il est un peu plus Mhm. méthodique que Dark Ouais. Souls. Et puis il y a le côté un peu plus accessible du monde ouvert qui fait que si tu débutes sur un boss, c'est pas grave, tu vas explorer fais un peu autre dans ta chose. gauche et tu vas faire autre chose. Ok. Oui, voilà. Et ça peut te permettre justement de t'entraîner un petit peu. Franchement, ouais, commence avec Elden Ring. On va dire que c'est vraiment la meilleure porte d'entrée. Si ensuite tu veux te faire vraiment le marathon de tous les jeux From Software. Surtout que là, Bloodborne, il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que c'est un jeu qui est en 30 images par seconde. Et tu les sens, Ouais. hein, Ouais. parce que c'est un jeu qui se base sur des paris, sur ta réactivité. Bah, les timings sont pas les mêmes que si t'étais en 60. 60, il serait plus facile et plus accessible. Ouais. C'est ce genre de jeu là. C'est pourquoi moi je rebondis là-dessus. Si t'aimes bien tout ce qui est nervosité, etc., tu serais peut-être plus intéressé par la proposition d'un Sekiro que d'un Dark Souls. Sekiro. Ah oui. Oui. Qui ressemble à un Tenchu, mais Tenchu sous Dark Souls. Enfin, sous From Software. Sekiro, tu l'as Je l'ai. Hmm. Par contre, tu fais très attention parce qu'il code sévère sur PS4. hein. C'est vrai? Ah, d'accord. Il est dur à trouver, Sekiro, parce c'est un jeu qui est From Software, mais qui a été édité par Activision. Tu t'en sers pas pour faire un dessous de verre, hein. Tu mets bien dans ta console, hein. Tu prends soin de la boîte, hein. Alors que Bloodborne. C'est encore très facile de le trouver. Tu le trouves vraiment pour 20 balles. Quoi. Voilà, tu vois, t'en as pour 74, 70 40 balles. euros. Ouais, mais il vaut le prix de son neuf à peu près. Mais parce que Ah Sekiro, oui. il est sorti aussi sur PC. Donc, Ouais, il est sur PC ouais, aussi. donc, bon, à voir Shadow Die. En tout Ouais. cas, comme tout le monde, j'ai bon espoir que Sony puisse un jour le mettre sur PC, mais ça n'arrivera peut-être jamais. Bloodborne, ouais, c'est. Peut-être plutôt sur PS5. Ça risque d'être le Red Dead Oui. Redemption, ça prend du temps peut-être. Ouais. Oui, bon, en tout cas, bref, Bloodborne, superbe expérience. Je vous le recommande parce que c'est beaucoup de trop bien. J'ai beaucoup souffert, mais c'était beaucoup de trop bien. Voilà. Ok. Tu passes le bâton de la parole à qui? Je vais le passer à Léandre. À quoi as-tu joué, toi? Moi, ce week-end, j'ai joué à Pokémon Saphir Alpha. Alors, Wow. des fois, vous savez, maintenant que j'ai la chance d'avoir des week-ends, je me rends compte de ce que c'est le plaisir de salarié en week-end. C'est de se dire, je vais faire des cookies aujourd'hui. Ah, si aujourd'hui, je vais me promener, tu vois. Et bah, ce week-end, je jouais à Pokémon Saphir Alpha, qui est donc la version de la 6ème génération de Pokémon, remake de Pokémon Saphir sur Le Game Boy prime de Advance. Pokémon. que je considère, en fait, j'ai toujours affirmé pour plusieurs raisons, dont je vais parler vite fait, que c'est la meilleure version de Pokémon, Pokémon Saphir Alpha et Pokémon Ruby Omega. Et ce week-end, je me suis dit, j'ai envie d'y rejouer. J'ai envie d'y rejouer, et donc, ni une ni deux, j'ai réinstallé le jeu sur émulateur, avec une petite contrainte particulière, c'est que j'ai voulu me faire un défi d'un genre nouveau. Alors, Pokémon, quand t'as passé 30 ans, quand t'as passé 20, 30 ans, moi, on s'en fout. Jouer au jeu normalement, c'est quelque chose qui peut être un peu lassant. Voilà, jouer au jeu comme on y jouait quand on était enfant, c'est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de défis, quoi. Vraiment, c'est juste tu revis les émotions vaguement. Les challenges, c'est quelque chose qui s'est vachement imposé. Et le Professeur Oak Challenge, c'est pour moi la manière parfaite de jouer à Pokémon. Parce que j'aurais aimé étant enfant. Le principe, c'est
Alors donc Pokémon sont des jeux à couloir, surtout les anciens, limités à des badges. Il y a des arènes à combattre, il y en a 8. Et le but du défi, c'est que tu dois capturer tous les Pokémon disponibles dans une zone avant d'aller taper le champion d'arène, qui lui te donne accès à d'autres zones derrière, tu vois. Ce que ça veut dire, c'est au-delà de tout capturer, il faut aussi tout faire évoluer. Donc ton starter qui évolue au niveau 36, avant la première arène qui est niveau 10, il faut que tu aies ton starter niveau maximum. Ton Brouhabam qui évolue niveau 40, il faut que tu XP sur des Pokémon niveau 5 pour monter niveau 40. Mais l'idée, c'est pour moi le perfectionniste challenge, en fait, le professeur Oak challenge. C'est tu finis tout avant de bouger à une nouvelle zone. Donc c'est un truc très satisfaisant. J'ai fait ça ce week-end. Bon, j'ai fait 2 badges. Hein. Je suis pas allé beaucoup plus loin. Ça m'a pris 10 heures juste pour faire 2 badges. J'en suis genre à 60 Pokémon capturés au total, complétés. Donc c'est satisfaisant. Je sais pas si je continuerai le truc jusqu'à l'infini, mais c'était un peu histoire de replonger dans la version et tout. Je le conseille aux gens, peut-être ce défi, mais sur les versions récentes. Sur les anciennes versions, c'est très très dur d'XP, notamment au début de partie. C'est dans le problème de ce défi, c'est qu'en fait au début de partie, tu dois XP sur des Pokémon niveau 4 et c'est super long. Ouais. Juste voilà, je me dis en fait, c'est l'occasion de parler de Saphir Alpha, est-ce que c'est vraiment la meilleure version de Pokémon? Il y a quand même des trucs très sympas. Et déjà, je trouve que le jeu est extrêmement beau. Genre cette utilisation de, ils ont mis un petit contour noir, cel shading, je sais pas si on appelle ça comme ça. Admettons, sur les personnages, sur les Pokémon et tout, c'est vraiment stylé. Les animations des Pokémon, Nosferapti, tout ça et tout, c'est très fluide, c'est très bien pensé, c'est très joli. Les menus, les petits effets sonores. Je sais pas si tu te souviens quand tu sélectionnes un objet, l'effet Pokémon 3DS. Il y avait un petit truc, tu vois, dans le sound design du jeu, c'était vraiment bien foutu. moi ce que je sais, c'est que, mais ça c'est propre à tous les Pokémon sur 3DS, hein, c'était gérer les menus. Voilà, c'était aussi sur DS, mais alors le menuing dedans, où juste tu déplaces les objets au stylet, tu gères tes Pokémon au stylet, les trucs, ça me plaît ça. C'était pas mal. Alors que là, je jouais sur émulateur, donc la souris, ouais. ce qui est vraiment beaucoup moins bien, ça nerfe énormément les jeux. L'émulation, les jeux DS. Mais bref, donc feeling déjà très agréable dans l'interface, dans l'enrobage et surtout dans les mécaniques. J'ai retrouvé la mécanique que je préfère de Pokémon jamais conçue, le Navidex. Le Navidex, c'est un truc qui est en fait assez adapté à ce défi-là. Sur une route, donc le jeu est limité en route, des zones, ça, il va te dire est-ce que tu as capturé tous les Pokémon? Non, il t'en manque peut-être. Et le Navidex va t'aider à trouver les Pokémon que tu as ratés. Le Navidex va te permettre de forcer l'apparition d'un Pokémon précis pour le faire apparaître en boucle, pour le faire rencontrer de plus en plus haut niveau. Enfin, il y a plein de mécaniques sous-jacentes. Dans les jeux Pokémon, il y a toujours une ou deux mécaniques un peu exclusives à la génération. Dans cette génération, c'était le Navidex. C'est beaucoup trop bien. C'est, je pense, la meilleure feature jamais inventée. Et je comprends qu'il l'ait pas remis parce que c'était quand même vachement adapté à un jeu à couloir, comme était Pokémon Ruby Omega. Sur les jeux modernes un peu moins, mais c'était trop bien. Bref, Saphir Alpha, si vous l'avez jamais fait, je pense que c'est vraiment si vous avez jamais fait la 3G en fait tout court, la 3ème génération. C'est pas pareil. Je serais pas d'accord, ça fait partie c'est un jeu 6G hein. Mais tu redécouvres même le lore de la 3G en fait. Enfin, c'est tous les Pokémon. Pourquoi tu rencontres que des Pokémon de la 3G quasiment, tu vois. Ouais, mais ça reste dans les mécaniques, ça reste de la 6G. C'est de la 6G dans les mécaniques par contre, ouais. Même si t'as fait la 3G, faire cette nouvelle version, c'est bien pour quelqu'un qui. Ouais, bah carrément. Hein. Parce que justement, là, tu veux redécouvrir le jeu quoi. Bah si t'as fait que la 3G, tu vas péter ton crâne devant les mécaniques de la 6G. En fait, c'est là ils ont inventé plein de trucs trop bien. Bah, en fait, moi, les talents des Pokémon, les nouveaux moves des Pokémon, les manières de faire évoluer. L'optimisation des Pokémon aussi. Optimiser tes Pokémon si tu veux faire de la stratégie ou juste pour le kiff d'optimiser des Pokémon. Il y a plein de mécaniques. Bref, voilà, c'était mon petit week-end sur Pokémon Saphir Alpha. Le challenge, le professeur Oak Challenge, je le conseille si vous cherchez une manière originale de vous refaire un jeu Pokémon. C'en est une qui a l'avantage d'être assez chill par rapport à tout ce qui est Nuzlocke Challenge et tout, où on peut perdre. Là, ça va, genre tu peux pas perdre, professeur. C'est juste beaucoup de grind, quoi. Mais de manière assez sympa de jouer. Professeur Oak Challenge. Et voilà, c'était mon petit week-end sur Pokémon Saphir Alpha. Florian, t'as joué à quoi ces dernières semaines? Je joue à beaucoup de choses. Déjà, tu sais, j'ai toujours le projet de finir mes chronologies, donc j'essaye de donner un petit coup de collier parce que ça traîne là. Et tu sais, c'est un peu comme ce bagage que j'arrive pas à m'en dépatouiller. Je comprends. Moi, je suis à fond sur mon backlog,
Mais si j'ai pas fini ces projets-là, je pourrais pas avancer sereinement dessus. Donc il faut que je finisse les Metroid Prime et il faut que je finisse Kingdom Hearts. Donc j'ai fait Metroid Prime Hunters sur Nintendo DS, qui techniquement il est incroyable. C'est fou de se dire que la Nintendo DS elle est capable de cracher ça en termes de graphisme 3D et fluide en plus, hein, c'est très très fluide. Faut aimer les contrôles de la caméra au stylet, de cette époque là. C'était pas un peu crispé à la fin? Si, un peu, ouais. Surtout que j'ai une DSi XL et peut-être que c'est un peu plus maniable sur des consoles plus petites. Ou t'as moins besoin de placer le stylet? Ouais, peut-être. Je sais pas. Il faudrait que je réessaye. Mais c'est un problème que j'ai revu sur un autre jeu DS que j'ai fait. Mais j'en parlerai un peu après. J'ai pas vraiment aimé. Je l'ai trouvé moins porté sur l'exploration que les précédents Metroid Prime. Plus porté sur le flex technique et sur l'action. Parce que y a régulièrement des gunfights. En plus de faire des gunfights contre des personnages à taille humaine, donc tous les chasseurs de primes que tu vas rencontrer occasionnellement sur les différents mondes, qui te montrent qu'il existe un mode multijoueur qui fonctionne très très bien, parce que le gameplay est très nerveux et fonctionne très très bien, mais le solo m'a un peu déçu. Il est court et assez facile et très répétitif, parce que c'est un peu les mêmes boss avec des swap colors que tu vas affronter. Les combats contre les IA chasseurs de primes sont assez anecdotiques. Moi j'ai pas aimé pour le moment. J'en ai parlé tout à l'heure avant qu'on commence. Je suis plutôt sur un avis assez mitigé. C'est pour ça que je traîne sur cette chronologie Metroid Prime. C'est que je crois que finalement j'aime pas trop Metroid Prime. Et je préfère largement Metroid tout court. Ouais, Metroid Prime, je le vois maintenant du coup comme étant le premier, du coup, un coup de bol. C'est un coup de bol. C'est vraiment, ils ont tout compris du premier coup. Ils ont été incapables de refaire la même chose, de refaire le génie, de faire au moins aussi bien. Ils ont jamais réussi à faire au moins aussi bien. C'est toujours, tu vois, Metroid Prime 2 Echoes. T'as pas joué au 3 encore? J'ai pas fait le 3 encore, il faudrait que je le fasse. C'est mon préféré, mais bon. C'est ton préféré jusque-là? J'ai fait le 1 et le 3. Ouais. Et le 1, j'ai pas fini en plus. Mais... t'as pas fait le 2. Hein. Le 1 avait des problèmes, mais globalement, j'ai la sensation de Metroidesque, vu que j'avais fait les précédents Metroid avant. Je suis nostalgique du 3. Je suis trop nostalgique du 3, je crois que j'ai peur que tu sois déçu. Mais c'est mon prochain, ça fait partie des derniers, parce que il faudra que je me tape un peu Federation Force. Je sais pas si je terminerai Federation Force, quoique j'ai tellement d'a priori sur Federation Force que je risque bien aimer finalement. On verra bien. Mais Prime Hunters, ouais, je suis d'autant plus déçu que j'avais des bons souvenirs du jeu, que ça faisait partie c'était mon premier jeu Nintendo DS. Et ouais, j'en retiens surtout une claque graphique pour de la DS. Parce qu'il est assez vieux en plus au niveau de la vie de la DS, quoi. Genre il est sorti plutôt au début. Ah, ça fait partie des jeux de lancement un peu de alors, la DS. Moi je le vois plutôt comme une démo technique. Alors littéralement il y avait eu la démo First Hunt qui durait 30 minutes je crois. Et il est sorti un peu plus tard après en version complète, mais tu sens qu'il y a eu beaucoup de rajouts pour ce qui n'est jamais qu'une démo technique de la DS, pour montrer de ce qu'était capable de faire la DS. Ce qui est terrible, c'est que finalement, il n'y a que ce jeu-là qui montre à peu près les capacités graphiques de la console. Ouais. Parce qu'après, on a été inondé de jeux en 2D qui étaient peut-être plus faciles à présenter. Autre jeu en 3D, du coup, sur Nintendo DS, moi j'ai fait Kingdom Hearts. Je sais pas comment. 358 on va la faire américaine. 358 divisé par 2. 358 half days. On va l'appeler juste Days. J'ai vu la boîte du jeu. C'est illisible le nom de. Ah, mais c'est Kingdom Hearts, c'est tout le temps comme ça. Ok. C'est tout le temps comme ça. Du coup, j'ai fait Days, qui est du coup chronologiquement dans la date des sorties des jeux vient après. Non pas Recoded, parce que Recoded est sorti après, mais vient après Coded et vient donc après Kingdom Hearts 2, mais qui raconte l'histoire qui se passe avant Kingdom Hearts 2. Ça se passe pendant Chain of Memories et jusqu'au début de Kingdom Hearts 2, parce que ça vient raccrocher les wagons de l'introduction de Kingdom Hearts 2, où tu découvres un personnage qui était inconnu jusque-là pour toi, qui est Roxas, le simili de Sora. Simili qui est donc un corps qui n'a pas de cœur. Lorsque l'humain dans le monde de Kingdom Hearts disparaît, eh bien il laisse un placeholder sans cœur. Le cœur est censé partir ou se faire attraper par un sans cœur. Bref, c'est sympa, ça raconte une histoire très touchante
rempli de très bons sentiments. C'est cool de voir le développement des personnages que tu entreaperçois, comme Roxas, comme Axel, qui est donc son meilleur pote, comme Chion, que tu n'as jamais vu jusque-là, mais qui se révèle être extrêmement importante. Ça vient continuer l'histoire que tu as découvert dans Chain of Memories avec Naminé, que tu entreaperçois dans Kingdom Hearts 2, mais qu'on t'explique jamais qui c'est dans Kingdom Hearts 2, si ce n'est qu'elle ressemble vaguement à Kairi, mais en blonde. Tu me perds à la fin. Ouais, je suis désolé. Hein, Non, mais, ça va parler mais- qu'à ceux qui ont joué. Je suis désolé. Ouais, je fais non, ce que je peux, mais non, mais voilà. c'est un épisode en cours. Hein, il est en plein milieu d'une saga qui se suit. C'est Mais comme il est si du je coup te racontais. le jeu, si tu joues genre premier jeu Kingdom Hearts, ça marche non, pas. tu joues pas à ça en premier jeu. Pas du tout. Premier jeu Kingdom Hearts, tu joues à Kingdom Hearts 1. Point. En plus, c'est sur DS, quoi. Sur DS, on est d'accord. Ouais, et il est important. Et c'est peut-être. En fait, si tu veux, moi, j'ai bien aimé globalement 358 demi-jours. Encore une fois, en termes de technique pour la DS, c'est cool. C'est beau. Mais moi, j'en suis à un point où, alors que j'ai accès à tous les épisodes, devoir jongler entre différentes plateformes et différents gameplays, parce qu'on est encore dans cette vague-là entre Coded, Days et Chain of Memories, dans cette idée de on est sur un support mobile, donc on va appliquer des nouvelles règles du jeu qu'on ne verra que dans ce jeu-là. Ouais. Et du coup, tu peux pas t'enchaîner tous les Kingdom Hearts en te disant bon, ça va être un long fleuve tranquille, ça va être plus ou moins des variations du gameplay d'origine non, pas du tout. C'est pas là, il y a pas de level. Enfin, il y en a, mais tu level pas, tu fais pas des level up en battant des monstres. Mais même au niveau de l'histoire, en fait, tu te perds toi-même, même si tu vas dans la continuité constante, c'est-à-dire vraiment tu fais le 1, puis tu fais le 2. Alors, Le 1, moi, le je 2. le fais dans l'ordre de sortie des jeux. Très bien. Si tu le fais dans l'ordre de sortie du jeu, tu fais Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts Recoded, qui est un remake de Coded qui était sorti après Kingdom Hearts 2, même s'il est sorti plus loin après. Ensuite, tu fais Days. Ensuite, tu fais Birth by Sleep qui était sorti sur PSP. Ensuite, tu as. Faut changer faut aller sur PSP. Ouais. Tu fais DS. Ensuite, tu vas plus sur PSP. 3DS, t'as Dream Drop Distance 3D. Plus 3DS. Et enfin, non, pas du tout, t'as la. Kingdom Hearts 0.8 qui est une démo technique qui implique ce qui se passe pour un personnage important mais qui dure que 1 heure, qui s'appelle Aqua, qui est un personnage de Birth by Sleep que tu es obligé de le voir parce que sinon tu vas pas comprendre pourquoi elle est là dans Kingdom Hearts 3. Et ensuite tu vas sur PS4 et tu fais Kingdom Hearts 3. Wow. D'accord. C'est ça qui me fait un peu rire parce que je me souviens d'aller. Et j'ai oublié qu'avant Kingdom Hearts 3 il y a évidemment Kingdom Hearts Union Cross et Dark Road qui sont sortis sur téléphone, mais vu qu'aujourd'hui les serveurs ont fermé, vous ne pouvez pas voir la préquelle du grand méchant, ni c'est quoi la She-Blade dont on fait mention dans Kingdom Hearts 3 et dont on ne sait pas d'où elle sort. Ok. Ah non, moi j'ai vraiment souvenir d'à l'époque où c'était quand même pas mal populaire Kingdom Hearts. Toutes les pubs qu'il y avait dans tous les sens, mais justement, comme l'a souligné Léandre, c'était vraiment ce côté où ça allait dans tous les sens, parce que j'ai un très bon souvenir de la pub de Kingdom Hearts pour Nintendo DS, et puis je sais pas, ensuite je disais attends, il était sur PSP, mais attends, si j'ai envie de jouer au premier, comment je fais? Parce que j'ai pas de PlayStation, et puis celui sur 3DS il est lié à celui-là, et du coup j'avais demandé déjà à l'époque à des potes, mais est-ce que ça se suit? Ils m'ont dit ils m'ont dit en fait ne commence jamais. Ils m'ont tout simplement dit ne commence pas. Mais du coup Days, voilà, moi il m'embête parce que il est coincé sur DS, que sur les versions, les compilations qui regroupent tous les jeux, parce que voilà, moi je fais le Mario là en me disant c'est sur plusieurs et vous avez une compilation Kingdom Hearts 1.5, 2.5, 2.8 qui regroupe tous les jeux ensemble, pas tous. Sur la 1.5, 2.5, vous avez Kingdom Hearts 1 jouable, 2 jouable, Chain of Memories jouable et Birth by Sleep jouable, mais Coded et Days, ce sont des cinématiques que vous allez devoir, et c'est 2 heures de cinématique. Il faut regarder si tu veux rattraper l'histoire du jeu. Donc c'est inclus dans les compilations. C'est inclus dans les compilations. Ok. On va dire c'est l'accès facile entre guillemets. Sinon vous faites il y a l'émulation qui s'appelle la Melon, je sais plus quoi, Melon DS, et qui revoit un peu. Bon bref, je repars sur Days. Moi ça me gonfle alors que pourtant j'ai accès à tous les épisodes, que ce soit dispatché sur tout ça, et surtout que c'est des jeux qui c'est présenté comme des spin-offs. En général un spin-off c'est pas censé être important, sauf que là si le personnage de Roxas, si tu n'y as pas joué, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il fout dans Kingdom Hearts 2. Alors c'était volontaire de la part de Tetsuya Nomura de laisser
un an de trou pour essayer de combler tout ça pour perdre le joueur. Sauf qu'entre-temps, il a créé les jeux qui sont entre cette période-là, sur cette ellipse temporelle, et ça raconte non seulement beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant, mais ça pose aussi les jalons de ce qui se passera après. Et ça, c'est problématique. Le personnage de Naminé, qu'on sait pas vaguement qui c'est dans Kingdom Hearts 2, si t'as pas fait Chain of Memories et si t'as pas fait Days, et que t'as pas sa conclusion dans Coded, t'es mal barré. Tu vas moins bien comprendre Kingdom Hearts 2 et Kingdom Hearts 3. Mais après, ça se fait quand même de faire de jouer sans avoir. C'est tout, ça reste des spin-offs quand même. Ça reste des bons jeux. Mais ça reste des spin-offs. Tu disais que ça n'est pas vraiment parce que. Non, c'est pas. Pour moi, c'est spin-off dans le sens où tu joues pas Sora, mais ils sont capitaux dans la compréhension de l'univers du jeu. Eh ben super. Ils disent que Sora, Donald et Dingo sont endormis. Ouais. C'est à la fin de Kingdom Hearts Chain of Memories, ils ont perdu tous leurs souvenirs. Ce qui à la base était un twist pour que dans Kingdom Hearts 2, t'expliques pas Chain of Memories. Ouais. Dans Kingdom Hearts 2, en fait, c'est un twist pour j'ai oublié toutes mes compétences depuis le 1. Oui. Du coup, c'est parce que j'ai perdu tous mes souvenirs. Et ils sont venus l'expliquer tout ça. Ouais. Voilà. Bon, bref. Pourquoi j'ai pas aimé aussi Days, comme je vous l'avais dit, sur les mécaniques de jeu aussi. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de mécanique d'XP. Pour level up, c'est un peu particulier. Vous allez en avoir en faisant vos missions. Le système de mission est un peu ennuyeux, très répétitif. Vous faites tout le temps les mêmes missions. Et ces missions vont vous rapporter de l'expérience, vous montez de niveau. Mais la montée de niveau n'est pas automatique. Il va falloir intégrer ce level up dans ce qu'on appelle des panneaux, où vous allez mettre... c'est plutôt bien fait, c'est des sortes de Tetris où vous allez devoir agencer vos compétences et vous faire un build dont les niveaux. Les niveaux, il va falloir les caser dedans. Si tu ne mets pas, tu montes pas de niveau. Tu peux rester niveau 1 en mettant toutes tes compétences et tous les objets, en remplissant tous les panneaux, et tu resteras niveau 1. C'est bizarre. C'est très chelou, ouais. C'est très très chelou, et j'ai pas forcément apprécié ce côté-là, ne serait-ce que pour le level up. Autant je trouve ça cool pour les compétences, parce que ça permet d'avoir un build. C'est bien. Autant pour le level up, je trouve ça un peu bizarre, d'autant plus que comme tu montes pas souvent de niveau, pour pas avoir trop régulièrement ces fameuses cases de level up, ils ont à certains points clés de l'histoire mis des doubleurs de level, qui sont des panneaux vides dans lesquels en fait tu vas devoir inclure tes cases de level up, et en fait ça va faire level x2 ou level x3. Ok. Et juste pour monter de niveau, parce que sinon tu te fais fesser le cul quoi. Et du coup ça fonctionne quand même. Mais ça fonctionne, mais je me dis pourquoi se prendre la tête pour ça quand tout ce que moi je voulais c'était juste Kingdom Hearts en portable quoi. Il a l'air bizarre le jeu. Il a droit d'une aura chelou. Kingdom Hearts ont cette aura chelou, les spin-offs ont cette aura chelou, ça va un peu mieux avec Birth by Sleep. Ok. Après, là je suis en train de me faire Birth by Sleep en ce moment, ça va beaucoup mieux. Sinon j'ai fait Pokémon Rouge aussi. Ouais. J'avais pour objectif de comprendre le jeu, parce que toi tu vois, tu dis faut toujours se trouver un objectif quand t'as plus de 30 ans, sinon de juste le faire. Oui. Et je voulais pas le faire en mode automatique, je voulais essayer de comprendre les statistiques, ouais, c'est ça. les trucs méta du jeu. Essayer de comprendre des trucs, c'est trop intéressant sur Pokémon. Redécouvrir des mécaniques et les exploiter, ou même juste les comprendre, c'est déjà trop bien. Ouais. Tauros, Staros, ultra le fort. Vénard. Staros ultra broken. Le Vénard. Tauros, il est. Ouais, Tauros c'est un monstre. Alors la mécanique d'ultra laser. Ouais. Normalement, il faut un tour de récupération d'ultra laser. Mais si tu tues le Pokémon adverse en un coup et qu'il remet un Pokémon, ça considère comme un tour de repos. Donc tu fais des ultra lasers en boucle. Tu tues 5 Pokémon en ultra laser. Tranquille, t'as jamais eu de recharge. Mais t'as vu comment c'est satisfaisant de du coup reprendre le jeu et te dire mais jamais j'aurais pensé à faire ça gamin. Oui. Et tu fais des trucs comme ça et tu joues des Pokémon que tu jouais pas parce que tu t'en foutais. Staros, exactement. Ouais. Staros, on l'oubliait. Mais Staros, c'est un monstre Tauros, de en statistiques. Plus, Parc Safari. Du coup, j'ai enfin compris comment fonctionnait le Parc Safari. Ouais. Et c'est très décevant. Ouais, faut juste que tu blesses des boules en boucle, quoi. Mais oui, en fait, parce que j'avais vu des strats et tout sur Internet, et les gens, pour essayer de bien faire comprendre à quel point c'est de la merde le Parc Safari, ils ont fait un simulateur. Ouais, pour les pourcentages de chance de capture des Pokémon en fonction des différentes stratégies. Et il y avait cette stratégie des gens qui disaient ouais, alors le mieux c'est tu balances un caillou,
comme ça l'énerve, mais t'as plus de chances de le capturer, et ensuite tu balances une balle, et là t'as plus de chances. Et en fait, dans toutes les simulations que tu fais, peu importe la stratégie, donc lancer des appâts pour qu'il reste, mais c'est plus compliqué de l'attraper, tout ça. Mais là, la meilleure strat, en fait, c'est juste de bourrer les boules, parce que statistiquement, balancer des Pokéballs, t'as plus de chances de le capturer sans balancer des appâts ou sans balancer de cailloux, si tu bourres les balles et tu croises les doigts pour qu'il s'enfuit pas. Le fait qu'à chaque fois que tu lances un truc, ça génère un tour de peut-être qu'il va s'enfuir, fait qu'il vaut mieux tenter une capture dès le début et faire que ça des captures. Et genre de beaucoup, hein. Statistiquement, ça marche mieux, genre à 10 points près, quoi. C'est énorme à 10 points près. C'était vraiment un des aspects ratés de Pokémon Rouge. Après, ça contribuait un peu à la rareté des Pokémon du parc Safari aussi. Le Vénard, tu parlais. Un sécateur, le plus rare. Kangourex, le plus rare. Un sécateur, si je dis pas de bêtises. Tauros aussi. Parce que Tauros, il a un taux de capture très faible aussi. C'est ça le problème. Donc tu le rencontres, tu vas jeter une balle, il va se barrer. Enfin, il peut se barrer. Donc très très chiant. Ça contribuait à la rareté du truc, mais en vrai, ça a mal vieilli. En vrai, maintenant, ça saoule juste. Tauros, selon la zone, il a un bon taux d'apparition qui est quand même de 4%, ce qui est pas rien, 4%. Par contre, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 4%. Ouais, mais Kangourex, c'est une seule zone et 1%. Ouais, 1%, c'est chaud. Hein. 1% de tes rencontres, c'est sûr que, pour ceux qui savent pas, quand tu fais une rencontre, que c'est pas celui que tu veux, il va apparaître. Toi, tu vas apparaître à l'écran. Fuir, vous prenez la fuite et tu recommences. Et si t'as et le pire, c'est que si dans le parc Safari, t'as 500 pas à faire. Si t'as fait tes 500 pas, tu retournes au tout début, il faut repayer ton entrée. Donc t'as relancé Pokémon Rouge pour faire des maths. Pour comprendre le jeu. Et c'était super intéressant malgré tout. T'as vu tous les Reddit, les trucs, les machins, les gens. En fait, il y a une quantité de ressources sur ces jeux. C'est magnifique. Et c'est vraiment en plus, ce qui est fou, c'est que ça marche juste pour ces jeux-là, parce que les statistiques, elles évoluent entre chaque jeu, mais surtout les deux premières générations n'ont rien à voir avec ce qui se passera après, quoi. Donc hyper intéressant. Et ensuite, pour me détendre le cerveau, j'ai fait Captain Toad Treasure Tracker, ce qui m'a pas détendu le cerveau du tout. Du coup, c'était bien, mais c'est des puzzles, tu vois. Sur Switch, du coup, c'est ça? Ouais, c'est un cadeau d'anniversaire de Brandon qui m'avait fait quand on était à Mérignac. Il m'avait offert ce jeu sur Switch. Je t'avais offert Captain Toad. D'accord. Je croyais que je t'avais offert Hyrule Warrior aussi. Non, c'était Captain Toad. Et du coup, je l'ai fait. Du coup, bon cadeau, Ouais, bon cadeau. Très très cool. Un peu court, un peu répétitif. Ce que je lui reproche, c'est que les puzzles mid et de début sont plus intéressants parce que plus lisibles, et que plus on va rajouter d'énigmes et de moments où il va falloir réfléchir, et plus il y a une surcharge visuelle qui rend difficile la lecture des niveaux. Alors, plus en plus. Oui, il peut y avoir des fois un petit peu de... Parce que tu sais pas si tu vois le genre de jeu. D'accord que c'est un peu des mini-planètes, quoi. C'est des cubes, des maquettes 3D. Il faut tourner dans tous les sens et tout, et la caméra, des fois, c'est un peu compliqué de bien la positionner, surtout quand tu es en intérieur des maquettes. Tu sais pas exactement où aller. Il y a des fois des chemins cachés, mais littéralement, tu les vois pas, quoi. Ok. Et c'est un peu le truc que je lui reproche, mais sinon, très bonne finition, très très cool, très mignon. Je pense que pour les enfants, c'est cool. J'ai fait le bonus. Du coup, sur Switch, t'as un bonus avec les niveaux de Mario Odyssey. Oui, il y avait ça. Qui est cool. Et j'ai fait le DLC aussi, qui a rajouté 18 mondes, qui est très cool aussi. Voilà. J'ai passé un bon moment sur Captain Toad. Tu passes un bon moment. Et c'est vrai que tu te dis, en vrai, quand même, alors ça, c'était un avis que j'avais à l'époque, mais t'aimerais bien encore voir d'autres niveaux qui se rajoutent avec, par exemple, d'autres licences Nintendo, tu vois. J'avoue que j'aimerais bien avoir un niveau inspiré de Zelda. C'est tout bête, ou Metroid, ce serait un peu rigolo. Faudra voir tout ça. Je pense qu'on reverra Captain Toad, parce que je crois qu'il avait fonctionné ok, tu sais, pour un jeu qui à la base c'était juste des mini défis de Super Mario 3D World. C'est un jeu qui est devenu qui a pris son envol, et qui, je pense, propose encore une fois autre chose avec un personnage de Nintendo. Il avait notamment aussi été sur 3DS, je sais pas si tu le savais, voilà, avec des niveaux qui étaient exclusifs à la version 3DS. Alors du coup, je pense que la version 3DS s'en sort un peu mieux, dans la mesure où je pense que là, c'est le genre de jeu où la 3D stéréoscopique peut apporter de la lisibilité au tout. Pour avoir fait la démo, oui, ça apporte son petit truc que justement t'avais pas sur Wii U et sur Switch. J'ai mal au crâne, la 3D, la 3DS. Ouais, non, ça dépend des gens. Moi, ça passe pas. Non, ouais, mais vraiment, le côté vraiment de pouvoir tourner la maquette dans tous les sens, je vais pas te mentir, ça fait un petit peu son petit effet. Bon. T'as dit un truc sur Captain Toad, pour finir, t'as dit, dommage, il est un peu court.
Je rappelle que ton défi, c'est de faire 4 millions de jeux en un an. Tu devrais être content que le jeu il soit cool. Genre, c'est fou. En vrai, ça te fait vraiment chier quand un jeu est court ou t'es là, genre, ah, c'est cool. Genre, tu te dis pas un peu, ah bah. Bah oui. Après, en fait, Captain Toad, j'ai trouvé autant court que long, surtout sur certains moments, vu qu'il est très. Tu répètes. En fait, il faut le jouer sur des courtes sessions. Il faut pas le faire comme moi. Tu sais, en 7 heures, il est bouclé. Faut pas le faire en 2 sessions de 3 heures. Ok, ouais. C'est vraiment, avant de coucher, tu fais 2 mondes et puis basta quoi. Ouais, c'est mieux comme ça, je Ouais, pense. c'est vraiment le petit jeu de chevet. T'as fait 2 c'est ça. mais t'es content. Voilà, bon. On a terminé. On est bon. Et c'est bien. On vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ce sera qui la semaine prochaine, Elena? Ce sera Victor, Quentin et Elena. Voilà. Bon, à la semaine prochaine, tout le monde. Portez-vous bien. Bisous. Bisous, bisous. Ciao.